Bonjour à tous et bienvenue sur Crypto Signal. Aujourd'hui, on va faire une analyse du mouvement d'hier soir. Ce petit mouvement aux 24 000 $, on va regarder un petit peu comment ça s'est fait, où est la liquidité, ce genre de choses, et puis en même temps on ira éventuellement voir, voilà, donner une direction de prix. On va aussi regarder quels peuvent être les impacts éventuellement de la publication aujourd'hui 14h30 du PIB américain, et du coup on va faire, je pense, une mise en abîme de la corrélation entre le S&P, donc les actions, les 500 plus grosses actions américaines, et BTC, et voir un petit peu dans quelle narrative on est par rapport au prix de BTC en ce moment. On passe en partage d'écran. J'en profite pour dire à ceux qui le souhaitent de ne pas hésiter à s'abonner, activer la cloche de notification comme d'habitude, venir nous rejoindre sur le Discord, mettre un like, faites-le maintenant, comme ça c'est fait, et puis éventuellement un commentaire d'encouragement ou un like d'encouragement. N'hésitez pas également à aller voir les liens en description de la vidéo si vous souhaitez ouvrir des comptes sur des exchanges ou ce genre de choses. On est là sur le BTC face au dollar, time frame 4 heures. Et pour le moment, vous voyez qu'on aurait potentiellement, si ça c'était un flag, alors pour moi il n'était pas terminé, mais on peut voir éventuellement une running dans cette histoire, potentiellement péter, on va dire, cette tendance ici qu'on avait à accumuler du stop plutôt de shorter, et on l'aurait pété, on serait actuellement au retest. Je suis pas extrêmement fan de scénario et je vais vous expliquer pourquoi, mais bon, pour le moment, force est de constater qu'effectivement il a pété, on est au retest, donc voilà. On va regarder comment se passe la suite. Target de ce flag autour des 25 000 $. On est très près d'un point ici, d'une sorte de top local qu'on avait eu, je crois, au mois d'août. Au 25 200, donc on pourrait éventuellement extrapoler jusqu'au 25 200. Si je passe en time frame plus petite, eh bien vous allez voir que hier on a fait une vidéo sur la notion, on va dire, de biais psychologique quand on passe un prix ou un autre. En l'occurrence, je vous avais dit, j'avais appelé cette figure-là le bélier, c'est-à-dire qu'on essayait d'enfoncer la porte du dessous, et je vous avais dit, bon bah si on arrive à sortir du bélier là ici, j'aurais tendance plutôt à jouer le verrou suivant, c'est-à-dire ne pas forcément jouer une explosion vers l'autre côté. Cependant, c'est ce qu'on a fait. Alors moi personnellement, j'ai pas pris ce mouvement, mais vous voyez que si on avait extrapolé ici la figure qui était cet élargissement-là et qu'on avait reporté la totalité de la figure au point de cassure, on aurait effectivement eu ici un joli mouvement à prendre. Moi personnellement, j'étais en train de dormir hier, donc du coup, j'ai pas pu voir ce mouvement. Je me suis endormi très tôt, malheureusement. Cependant, comment on s'est construit là-dessus et qu'est-ce qui, ici, quels sont les biais psychologiques qui ont pu être, comment dire, mis en place au moment où on a enfoncé ce qu'on va appeler la porte ici, c'est-à-dire la partie haute du range. Donc on a cassé un verrou et ensuite on a traversé la porte, on a entrouvert la porte et du coup, eh bien, beaucoup de longueurs qui se sont mis effectivement du coup sur ce mouvement. Malheureusement, du coup, ça a coupé les jambes un petit peu à cette hausse et on est revenu ici derrière le verrou, on nous a refermé la porte au nez, en gros. Ici, depuis comment on se construit et qu'est-ce qu'il se passe? Peut-être un triangle, alors il est un peu moche, mais bon, on va voir ici un petit peu ce que ça donne. Pour le moment, il joue pas trop mal, on va dire. Un triangle symétrique de sommet, 57% de cassure baissière. Cassure en général à 80% de la distance entre le début de la figure et l'apex. C'est-à-dire que si je vous donne ici l'idée sur la temporalité du mouvement, on va dire, ce triangle serait mûr pour casser à 64 bars fois 0,8. 51 barres, donc du coup ça nous emmènerait à peu près par ici, oui, j'avais déjà mis à peu près la barre au bon endroit, ça nous emmènerait ici, ici à peu près, c'est-à-dire une cassure autour de aujourd'hui 12h30, donc pourquoi pas juste avant par exemple la publication du GDP, donc du PIB américain. Pourquoi pas faire ça éventuellement à ce moment-là. Très souvent ça casse tardif, c'est-à-dire qu'on casse vraiment à la toute fin de la figure. Voilà pour moi sur l'idée de la figure pour le moment. C'est pas très joli au sens où on a vraiment énormément de price action en haut, énormément de price action en bas. En général, on préfère que le triangle soit une vraie figure avec des oscillations, bien 5 vagues d'indécision, etc. Là, on va voir si c'est plus ou moins ce qui se met en place sur la fin, mais c'est pas extrêmement propre cette histoire pour le moment. Donc du coup, j'aurais pas tendance nécessairement à mettre en avant ce scénario-là, mais cependant,
Si jamais c'était le cas, eh bien, on aurait ici, vous le voyez, une target à la baisse, hein, si on est sur les 57%, autour des 22 420 $. On va voir déjà si cette, on va dire, diagonale oblique tient, et on va voir effectivement si on se fait rejeter par la diagonale du haut. Pour le moment, on va dire qu'on n'est que à 2 vagues, donc il faudrait vraiment ici qu'il y ait des oscillations sur la fin pour que ça soit vraiment le cas. Cependant, quand on regarde la liquidité, pour moi, on est vraiment peut-être dans la psychologie de ce type de figure, c'est-à-dire une indécision autour des 23 000 $. Qu'est-ce qu'on fait autour des 23 000 $? Est-ce qu'effectivement, le retest de cette grande résistance ici, est-ce que c'est vraiment devenu un support dorénavant? Et vous voyez qu'on la reteste ici une fois, 2 fois, 3 fois, 4 fois. Donc ça c'est un peu la grande question qui se pose actuellement sur le prix. Donc est-ce que ce retest va réussir et est-ce qu'on va up, ou alors est-ce qu'on a besoin ici de recharger tout simplement du shorter et d'aller chercher on va dire le niveau inférieur qui pour moi se trouve aux 22 200 $, voire peut-être 21 400. Pour le moment, pour moi, c'est plutôt ce qui serait dans les tuyaux en termes de liquidité. Maintenant, c'est pas exclu qu'on reparte sur ce niveau-là, hein, pourquoi pas. Mais en termes de liquidité, ce qu'on peut voir, c'est que les anomalies, elles se font plutôt, on va dire, voilà, du côté des longueurs. C'est-à-dire qu'ici, on a beaucoup de monde qui était rentré à 22,3 sur justement juste avant tout ce mouvement-là. Alors, beaucoup ont certainement take profit, et c'est évident. Par contre, sur l'open interest, ce qu'on peut voir, c'est qu'effectivement, je vous ai rajouté un petit range dans le range là. C'est-à-dire que ici, voilà, vous voyez qu'on se rend compte qu'on a tendance à déleverager quand on est sur la borne haute et à releverager quand on est sur la borne basse. Donc plutôt la borne basse, là, on aurait tendance à accepter de prendre plus de levier, j'ai envie de dire, que ce soit en longueur ou en shorter. Au niveau, donc pour moi, des liquidités à prendre, on en a plus en dessous que au-dessus. En tout cas, c'est ce que j'identifie jusque-là. Cependant, le top local a pas mal été shorté, donc on pourrait revenir prendre ici et finalement terminer ce mouvement pour aller effectivement aux 25 000 si jamais on accepte que ces mecs-là gagnent. Pour moi, on aura besoin d'une correction avant ça, donc c'est un petit peu la grande question. Est-ce que le retest de ce potentiel flag va tenir ou pas du tout? Donc voilà ici pour on va dire l'analyse de liquidité. Vous voyez que sur la liquidité, comment vous pouvez l'analyser ici? Globalement, on a un open interest qui suit pas mal le prix, sauf sur certains événements, notamment celui-ci, où vous voyez que on clôture en fait du short, hein. On clôture du short sur cette très forte montée. Les longs n'ont pas forcément le temps de rentrer. Et ici, effectivement, on a une baisse de l'open interest. Mais pour moi, il y a du longueur sur tout ce mouvement-là aussi, puisque l'open interest ne baisse pas. Vous le voyez, cette petite bosse ici, elle est significative. Comme quoi, effectivement, sur notamment ce point-là, on a été pas mal longué. Donc peut-être prendre les 22,9 et puis ensuite potentiellement pouvoir venir cueillir les niveaux du haut. Ça serait aussi une possibilité. C'est-à-dire tout simplement faire ceci et puis ensuite revenir chercher les 24 000 comme ça. Pour moi, on aura besoin de chercher plus bas. Maintenant, je peux également me tromper, bien entendu. Et surtout, on ne sait pas qui a pris profit dans toute cette zone-là. Il y en a probablement, puisqu'on voit de la fermeture de contrat. Ça n'est pas uniquement des clôtures de short. Ça peut être aussi des longues qui prennent profit. Et en l'occurrence, malheureusement, on n'a pas ici les outils pour pouvoir vraiment déterminer ce type de scénario. Les spreads qui, très légèrement, se reprennent. Donc ça, c'est intéressant. Et du coup, voilà. On va pas faire les news aujourd'hui, mais on va faire par contre la news qui va avoir lieu à 14h30, c'est le PIB, et je vais vous montrer que en ce moment, j'en ai déjà parlé dans d'autres vidéos, mais que plus ou moins le S&P et le Bitcoin sont très très liés, notamment depuis le 14 décembre dernier, date à laquelle on avait eu le dernier FOMC. Si j'arrive à retrouver mes petits, voilà. Alors pour moi, S&P et Bitcoin sont très liés, notamment sur les moments de cotation Wall Street. C'est-à-dire que, on va prendre ça, voilà. C'est-à-dire que là, je vous ai pris le S&P, donc on enlève toutes les cotations, effectivement, des futurs, etc. Et là, vous voyez qu'on a quand même une corrélation qui est assez forte entre les deux, qui est vraiment, pour moi, très forte. Alors, ici, on est en 15 minutes, donc vous comprenez que toute cette partie-là, on est décorrélé. C'est quoi? C'est le crash FTX, et ensuite le momentum crypto a besoin de se reprendre, on va dire, à cause de cet événement interne à la crypto qui a mis à mal une bonne partie de la crypto. Et ici, au 14 décembre, depuis le FOMC dernier, celui où on a eu une hausse de 0,5,
eh bien, les deux remarchent ensemble à nouveau. Hein. Vous voyez que c'est assez propre. Sur le 1 minute, vous allez voir que c'est vraiment flagrant. Hier, par exemple, moi j'ai beaucoup observé le S&P sur toute la journée. On avait un gap qui avait été ouvert sur le S&P que vous pouvez voir ici. Je vais vous le dessiner plutôt, que vous pouvez voir ici, là, ce gap-là. Et en fait, on est venu le fermer dans la journée et ça a donné effectivement cette jambe haussière assez forte sur le BTC également. Donc, bien comprendre dans ce cadre-là que les deux sont extrêmement liés. Les deux sont extrêmement liés et on a vu ici que la date du 14 décembre était importante. Extrêmement liée au 14 décembre, ça veut dire narratif de l'inflation qui redevient important sur Bitcoin. On oublie l'affaire SFX, on la met effectivement de côté et on revient ici sur la narration actuelle qui va être la narration du soft landing. Deuxième événement auquel Bitcoin réagit très bien, c'est, et les deux en fait, hein, c'était, à ce moment-là, on va se remettre en 5 minutes, eh bien c'était ici, autour du 19 janvier, non, c'était après, alors attendez, on va se mettre en 15, donc ici on a parlé du 14 décembre, oui, et accélération sur les deux, au CPI, tout simplement, du 10 janvier. Vous le voyez ici. 10 janvier, accélération sur S&P et CPI du 10 janvier, je pense qu'on l'a eu le 12 cette année, ça devait être par ici, accélération également sur Bitcoin. Donc narration de l'inflation importante et narration du soft landing importante. Narration du soft landing importante, ça veut dire quoi? Ça veut dire que le marché action est dans un bear market rally, on va dire, un rallye de soulagement sur l'hypothèse qu'on va peut-être effectivement réaliser un soft landing, c'est-à-dire pas de récession, et c'est-à-dire tout simplement, potentiellement, on passe au travers, on arrive à diminuer l'inflation en augmentant les taux, et ce, sans aggraver le chômage et les résultats des entreprises, la croissance. Donc on comprend ici un petit peu mieux à quel point les news économiques, désormais, qu'elles soient autour de la croissance, donc la news d'aujourd'hui à 14h30, qu'elles soient autour de l'emploi et qu'elles soient autour de l'inflation, sont importantes. Avant, on avait peut-être ici une augmentation du chômage, entre guillemets, le pricing d'une récession rapide qui était peut-être bénéfique. Maintenant, on va peut-être voir une augmentation du chômage comme un signe de récession. Donc, ce qu'on veut voir, c'est une inflation qui baisse, un chômage qui augmente mais pas trop, je dirais 4,1 maximum, et en gros que toutes les annonces économiques finalement se fassent à peu près au consensus. Donc on va aller voir ici quel est le consensus tout simplement sur le PIB américain pour cet après-midi, et il est à 2,6%. Vous voyez que le précédent était de 3,2, donc ça c'était le quarter 3, le troisième trimestre, et on a un forecast de trading économique qui nous dit 2,7. Donc globalement, quand les chiffres ici seront tout simplement publiés, eh bien, on aura, donc ça c'était le précédent rapport, quand les chiffres seront publiés, si jamais on est autour de 2,6%, le marché sera entre guillemets content et on aura potentiellement ici un pump supplémentaire sur S&P, donc BTC par ricochet. Voilà, c'était assez long, mais ça me paraissait important de vous expliquer un petit peu toute cette histoire-là. Les liquidités pour moi, et je vous vite fait, je vous fais également, donc n'hésitez pas à vous affilier avec les liens de la chaîne et à aller potentiellement vous inscrire sur la section affiliée du Discord. Pourquoi c'est important? Parce que je commence à animer cette section et que du coup je vais poster de plus en plus de charts. Là aujourd'hui par exemple j'ai posté le AM Weekly Report qui sont des rapports sur la crypto qui sortent toutes les semaines. Enfin voilà, je vais essayer vraiment de donner du contenu on va dire exclusif aux affiliés. Également poster de plus en plus souvent toutes les maps de liquidité iBlock, toutes ces choses-là. Donc ça peut éviter à certains, s'ils sont affiliés, tout simplement de prendre des abonnements sur iBlock, Trading Light, etc. Donc tout ce qui est carnet d'ordre, je vais essayer de le poster au maximum, etc. Il faut que la section affiliée soit de plus en plus vivante et qu'elle... Donc bien entendu, tout ce qui est gratuit sur le Discord restera gratuit, c'est juste que les affiliés en auront plus, entre guillemets. Donc il y aura quand même ici, et je poste tous les jours ces charts également sur le gratuit, mais disons que sur la section affiliée, ça sera beaucoup plus régulier dans la journée.
Donc ça c'est important. Les deux gros partenaires de la chaîne, ce sont Bybit et BitGet. Moins 15% sur vos frais de trading si vous passez par le lien de la chaîne, plus les campagnes du moment. Pour le moment, je suis en train de négocier une campagne avec eux. Dès que ça sera vraiment dealé, je vous en ferai part, mais on aura une campagne spécifique à la chaîne pour l'un et l'autre. Voilà, donc on était sur la liquidité, je parlais d'iBlock, et effectivement sur la liquidité, on voit que sur Bitcoin, il y a toujours plus de shorters que de longers, et ça nous ramène encore une fois à cette zone un petit peu des 22,2. 22,2. Sur Ethereum, en revanche, on va dire l'histoire est un peu différente. Au sens où sur Ethereum, on est déjà, entre guillemets, en train de nettoyer du short, et la zone de nettoyage potentiel, elle se trouve au 1700 si on doit aller nettoyer du short. Donc on va peut-être avoir une décorrélation entre Ethereum et Bitcoin pendant quelques jours, c'est possible. Ici, je vous montre la 12 heures, très important, et vous voyez que sur la 12 heures, on aurait plutôt tendance à dire aussi que la zone des 22 est à venir chercher, potentiellement, on pourrait faire une flèche ici, une jolie bougie pour éventuellement nettoyer tout ce qui est rentré dans les 12 dernières heures en longue sur BTC. Ça rejoint un petit peu l'analyse que je vous ai faite par rapport à la liquidité. Et puis, à l'inverse, donc encore une fois, le problème étant qu'on ne sait pas qui a pris profit entre 22,8 et 24, 22,3 et 24. C'est un peu le souci. Sur la une semaine, vous voyez que on pourrait ici même aller dévier sous les 22 et potentiellement aller jusqu'à 21,8, que ça serait pas trop un problème. Et on a forci dans la zone des 20 000. Donc la correction potentielle pourrait éventuellement se mettre plus bas. Néanmoins, on a encore un truc à corriger, vous le voyez, et qui est de plus en plus en train de forcir dans le jaune, autour des 25 000. Maintenant qu'on a effacé tous les stops sur le mouvement d'hier, tous les stops shorters, et c'est pour ça que je croyais pas énormément dans ce mouvement-là, parce qu'on avait encore du monde un petit peu dans le train. Maintenant qu'on les a effacés, je dis vigilance, parce qu'on n'a plus de stop shorters sur la route. C'est ça que, si vous voulez que je vous dis, c'est que... Alors, à moins qu'à l'instant T, on soit extrêmement shorté, et encore une fois, c'est possible, c'est-à-dire qu'on analyse bien entendu des flux, donc... Si à l'instant T on est extrêmement shorté, on pourra éventuellement taper les 24 et plus. Mais ce que je vous expliquais là, c'est que potentiellement, étant donné qu'on a fait cette grosse barre là ici dans la nuit, en fait on n'a plus trop à venir réfléchir en termes de regarder. Hier quand j'ai fait la vidéo, en gros on était par ici et je vous disais regardez, il y a beaucoup de stops à venir prendre ici, ici et ici. Pour ceux qui n'ont pas pris ce mouvement, désormais en fait vous avez plus qu'un stop shorter qui est là, là et là, et potentiellement, étant donné que le mouvement s'est fait rapidement dans les deux sens, et c'est ce que j'expliquais hier dans la vidéo également, on a moins laissé de temps ici sur toute cette zone aux longueurs de rentrée, même si pour moi il y en a quand même pas mal ici, la question étant est-ce qu'ils ont TP? Et à l'inverse, dans le mouvement inverse, vous voyez que ça s'est fait ici en 1 heure. Donc on a potentiellement ici, oui, on a des stop shorters, mais on n'en a pas énormément. Tout ce qui se construit en stop shorter, pour l'instant, se construit à partir de là. C'est-à-dire que la figure, là, ici, c'est plutôt cette figure qu'on aura tendance à jouer à l'instant T, avec potentiellement un TP supérieur ici, que réellement, entre guillemets, un momentum suffisant pour aller taper tout ce qui est au-dessus. Maintenant, on est au retest, donc c'est bien, on a cassé, encore une fois, ce flag si c'en est un, et on est au retest, donc bien observer comment se passe le retest. Bien évidemment que si on a une structure ici qui se forme, c'est-à-dire par exemple ce genre de W, vous le voyez là, ici, c'est-à-dire par exemple une forte baisse ici, et puis ensuite on remonte et on fait un flag, par exemple, ce genre de choses, c'est-à-dire que là on aurait du coup nettoyé la plupart des stops, on va dire longueurs, qui se trouvent un petit peu dans la zone, et puis potentiellement, donc par exemple, jusque-là, voilà, vous comprenez ici que pour le moment, le prix est en descente, donc on va peut-être plutôt jouer des petits mouvements journaliers pour éventuellement essayer, par exemple, ici de reprendre les 23,2. Mais sur un grand mouvement d'ampleur, plus de l'achat au spot, je serais un peu moins confiant, puisqu'on a pris ici, vous le voyez, tous les stops qu'on avait précédemment. Donc en l'occurrence ici,
on risque de perdre du momentum par rapport à ce qui pouvait se faire par le passé. C'est-à-dire, si on avait réellement nettoyé cette mèche-là, qu'on avait fait vraiment un vrai flag avec éclatage du flag, là on serait sur un flag validé. Pour moi, la figure là est moins jolie, entre guillemets, parce que on a évasé une partie de ces stop shorters là en faisant ce mouvement là. Donc à partir de là, il va falloir regarder la figure suivante, voir si ce retest tient, s'il se passe bien, est-ce qu'on ne perd pas ici cette droite rouge, et bien évidemment pour moi ici à attendre une structure au retest, voilà. Je pense qu'on a fait le tour. Regardez bien donc du coup bien évidemment les chiffres du GDP pour cet après-midi 14h30. Est-ce que ça va nous donner une belle poussée? Ça devrait théoriquement aussi, dans l'heure qui est juste avant, nous donner un peu de volatilité. Et donc du coup, voilà, pour moi, j'espère que cette vidéo vous a plu. Ah oui, je vous avais promis hier d'aller voir un petit peu Ethereum. Donc on va tenir nos promesses. Et en gros, là, on est en 15 minutes. Vous voyez que Ether, la structure est un peu différente de BTC, au sens où, comment dire, surtout, déjà, on a touché on va d'abord faire le 4 heures. Alors, on va y arriver, voilà. Déjà, on a très légèrement touché le plus haut précédent, mais pas la target du double bottom. Donc ça, le plus haut précédent, pour moi, il est pris. On l'aurait mis là, par ici. Voilà, à peine touché au dollar près, et tout de suite, grosse correction. Grosse correction, plus importante que Bitcoin, au sens où on réintègre la structure précédente. Et donc du coup, sur Ethereum, énormément de short également, vous l'avez vu sur les liquidités. Pour moi, le point ici, on est dessus. C'est-à-dire si là, vu qu'on a réintégré ce point-là, et là vous le voyez qu'on est en 4 heures, vu qu'on a réintégré ce point-là et qu'on le tient, et à ce moment-là, c'est plutôt, on va dire, bull sur Ethereum. Si jamais on le perd, à ce moment-là, ça veut dire que on va peut-être potentiellement revenir se bastonner avec la partie du bas du range. Ici. On a néanmoins, et vous l'avez vu sur les liquidités, pas mal de choses à nettoyer encore en haut. Donc ça, c'est plutôt encourageant pour se dire que, en fait, on va continuer dans cet élargissement montant pour encore une nouvelle vague. D'accord, là je parle du court terme, vous voyez qu'on est sur du 4 heures. Donc en gros, ça nous dirait que potentiellement 1, 2, 3 par exemple, 4, 5 par exemple. Voilà, la target, on va dire, ultime sur Ethereum pour moi, sur la totalité de ce mouvement, mais il y aura du chahut sur la route, elle serait potentiellement d'aller aux $2000. Pourquoi? Parce que ça correspond tout simplement à faire une A, ici une B et ici une C, en prenant le fait que la A est égale à la C reportée en bas de B, et qui donnerait plus ou moins naissance à... qui donnerait naissance, non, qui mettrait tout simplement ce bull flag comme étant sur une target atteinte $2000. Pour le moment, on semble temporiser dans la zone et on semble montrer des figures qui sont plutôt bear. Vous le voyez, un élargissement, c'est une figure qui est bear, puisque on nettoie à chaque fois du longueur et on accumule des stops. On nettoie du shorter, pardon, et on accumule des stops longueur ici, vous le voyez. Donc si on fait ça, bien évidemment, après il faudra revenir à minima sous la figure, c'est-à-dire refaire un tour avec les 1005. Donc ceux qui sont en trade long time frame, gardez votre target de $200 et soit vous gardez votre stop ici, soit vous touchez à rien, puisqu'on a des bonnes chances de péter cette figure ici plutôt à la baisse, et pour moi de faire quelque chose qui ressemble plutôt à ça, c'est-à-dire à l'instant T par exemple venir au 1007, retaper les 1350 et puis ensuite revenir chercher les 2000 par exemple potentiellement. Mais en l'occurrence, celui qui n'aura peut-être touché à rien et qui n'aura pas mis son stop sous la figure ici, il sera peut-être à l'abri de ce mouvement-là. À voir, mais pour moi en tout cas, plus de shorter que de longueur sur Ethereum, c'est normal, c'est ce que aussi nous dit la structure, plus ou moins, la structure est un peu moins bull quand même. Et puis, accumulation de stop shorter, donc de stop longueur, pardon, donc attention à ça. Voilà pour Ether, on va pas aller faire le 1 minute, etc. Mais vous avez compris l'idée. En ce qui concerne Ethereum BTC, on perd un potentiel support qu'on avait ici au 0,661.
si c'est vous me comprenez. Et le gros support weekly, pour moi, il est ici, c'est-à-dire les 0,64 sur lequel on a tendance à rebondir plus ou moins à chaque fois, et c'est vraiment un support de clôture de semaine, etc. Je pense pas qu'on ira jusque-là, ici sur ce mouvement-là, parce que justement Ethereum est quand même plus ou moins shorté. En revanche, ici, vous voyez qu'on perd ce potentiel triangle ascendant, qui est là. Donc ça pourrait nous dire qu'effectivement on pourrait effectivement aller jusque là. Néanmoins, la structure est pas extrêmement jolie là, vous le voyez hein, sur EtherBTC. On perd également le niveau ici le plus bas précédent. Voilà, non, c'est pas extrêmement joli. On va considérer que peut-être Ethereum pourrait sous-performer Bitcoin pendant un certain temps, mais moi personnellement, au vu de ce que je vois en termes de liquidité sur Ether, on aurait plutôt des chances que, alors c'est pas forcément même en termes de performance par rapport à Ether, mais on aurait plutôt des chances que potentiellement de pas donner forcément raison ici à ce triangle ascendant. À voir, et puis on suivra ça de toute façon de près. Vite fait, la stablecoin dominance. Hop. Alors la stablecoin dominance, c'est un peu, petit peu, c'est pas compliqué, mais c'est un peu, on a des signaux qui sont mixtes. On avait ici ce flag qui potentiellement avait pété en bas et finalement on le réintègre, on revient toucher la borne du haut et ensuite on le perd. Donc du coup on va continuer ici avec cette potentielle target qu'on avait, je vous le rappelle, évaluée comme étant une target autour du 15 août, hein, c'est ça, ouais. Et je crois qu'on était à 30K. 30 000 $ sur BTC est une possibilité. Cela dit, on voit quand même ici des pertes on voit quand même des pertes de momentum, on voit un sentiment qui est indécis, on est moins shorté qu'au début de ce mouvement. Donc il va falloir perdre des niveaux clés pour retrouver du short, ou alors avoir de la news un peu merdique, ou alors ce genre de choses, etc. Donc ça c'est une première chose. La deuxième chose aussi, c'est potentiellement on peut aussi, comme on n'est pas extrêmement chargé en open interest, avoir bien évidemment un mouvement type achat au spot en raison par exemple du PIB américain et des chiffres de l'inflation qui vont également sortir demain. Donc ça c'est une autre possibilité, c'est-à-dire on laisse les longueurs gagner parce que de toute façon il y a un mouvement d'achat au spot qui est phénoménal en raison tout simplement des news. Donc ça c'est une première chose. Si avant ces news là vous voyez qu'on est plutôt en train, on va dire, de nettoyer vers le bas, ça peut vous donner l'information que effectivement il y a des insiders qui savent que il faut nettoyer vers le bas parce que on risque de partir en haut justement. Voilà, donc pour moi assez indécis, j'avoue, hein, sur cette vidéo là. Néanmoins on a de la volatilité, donc on va pas se plaindre, j'ai envie de dire, et puis voilà, des tas de choses intéressantes éventuellement, à la fois à jouer, à la fois à regarder et à analyser. Encore une fois, pour moi, il faut guetter ici des structures de retournement, pas forcément nécessairement jouer tous les W que vous voyez sous les yeux en une minute, c'est pas du tout ça l'idée. Mais par contre, voilà, des grandes trends comme celle-ci, par exemple, si on la dépasse, ça peut être un signal, dépasse, retest, ce genre de choses. Ici, pour moi, le fait, si on ne perd plus ce niveau-là et qu'on ne va pas en dessous, ça peut être un signal fort, effectivement, que cette diagonale qui auparavant était une résistance, va désormais faire office de support, à minima pour aller chercher des choses au-dessus. Néanmoins, la liquidité ici, elle n'est pas nécessairement de notre côté, donc il va falloir de la grosse demande au spot si jamais on veut tenir les 23 000 $. Voilà, je conclue là-dessus. J'espère que cette vidéo vous a plu. J'espère que je vous ai pas éclaté les oreilles en tapant dans mes mains. Et puis, on se retrouve demain pour une nouvelle vidéo sur le Bitcoin. J'ai pour habitude, en fin de vidéo, de poser une question à mes abonnés, une question à la con, quelque chose qui n'a rien à voir avec le prix du Bitcoin. Et en l'occurrence, la question du jour sera... thé ou café? Tiens, voilà. Est-ce que vous êtes plutôt thé ou café? Moi, c'est café noir toute la journée et voilà. J'en bois pas non plus énormément, mais j'en bois quand même un petit peu pas mal après manger, quoi. Puis le matin, puis voilà. Je vous laisse là-dessus. On se retrouve demain pour un nouveau point météo sur le BTC. Portez-vous bien et à très bientôt. Ciao.